Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Énième passe d'armes israélo-américaine, un haut responsable de la Maison-Blanche qualifie le Premier ministre Netanyahou de poule mouillée. John Kerry a condamné les propos. Nous y reviendrons dans quelques instants. Les violences atteignent un sommet à Jérusalem après la tentative d'assassinat contre le rabbin Glick, la fermeture du mont du Temple à toutes les religions pendant 24 heures et plusieurs nuits d'émeutes dans les quartiers arabes de Jérusalem. Les renforts Peshmerga sont arrivés à Kobané pour défendre la ville kurde face à l'organisation État islamique. Le président Blaise Compaoré est évincé de son poste par l'armée après 27 ans de pouvoir au Burkina Faso. Une fusée de la NASA transportant une capsule non habitée et qui devait ravitailler la station spatiale internationale a explosé en plein vol. Et j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque semaine dans cette émission, Ali Barnavi, bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur d'Israël en France, historien également. Avant d'entrer dans les débats de la semaine, qu'est-ce qui a marqué l'actualité selon vous cette semaine ? Sur le plan intérieur, c'est Jérusalem, bien sûr. C'est l'interrogation un peu angoissante où ça nous mène. On sera sûrement amené à en reparler. Sur le plan international, c'est Burkina Faso à ce moment. C'est quelque chose de très intéressant qui se passe en Afrique, une espèce de refus de la perpétuation du pouvoir et une affaire à suivre. On a célébré cette semaine les 20 ans de l'accord de paix entre Israël et la Jordanie. C'est un accord de paix qui tient malgré des relations un peu froides, mais il n'y a pas eu de grandes festivités autour de cet accord de paix, il n'y a pas eu une grande célébration. Au contraire, les discours qui ont été tenus par l'ambassadeur de Jordanie en Israël ont été très froids. Pourquoi ? À cause de ce que nous venons de dire, Jérusalem flambe. Les Jordaniens, de par le traité de paix qui nous lie à Amman, ont leur mot à dire pour tout ce qui concerne les lieux saints. Les lieux saints, notamment le mont du Temple, est au cœur des troubles qui se déroulent à Jérusalem à ce moment. Les Jordaniens ne peuvent pas faire montre d'un très grand enthousiasme. Nous sommes dans une situation d'affrontement religieux, idéologique. Et donc, bien entendu, l'accord de paix est solide, c'est une affaire d'intérêt, cela fait longtemps que cela, je ne sais pas si on aura le temps de faire un peu d'histoire, mais c'est une affaire qui remonte à loin. Et qui plus que 20 ans. Et qui, bien sûr, beaucoup plus que 20 ans, qui remonte aux origines même de l'État d'Israël et de la Jordanie. Une question encore sur les relations Israël-Jordanie. Pendant la seconde intifada, l'ambassadeur de Jordanie et celui aussi d'ailleurs d'Égypte avait été rappelé. L'un au Caire et l'autre à Amman. Il n'y avait plus d'ambassadeurs pendant plusieurs années en Israël. Et les deux sont revenus en 2005, à la faveur des accords de Sharm el-Sheikh avec Ariel Sharon et Mahmoud Abbas. Est-ce que si les tensions se propagent encore de Jérusalem à l'ensemble du pays et que nous allons dans une autre vague de violence, l'ambassadeur de Jordanie pourrait encore quitter Israël à nouveau ? Oui, c'est un geste que les Jordaniens seront peut-être obligés de faire sans grand enthousiasme, mais ils le feront. Il faut espérer que ça ne va pas dégénérer en intifada, pas seulement pour cette raison, mais pour d'autres raisons aussi. Et personnellement, je ne le crois pas. Vous n'y croyez pas à cette troisième intifada à Jérusalem ? Je pense qu'une troisième intifada, nous pas en est. Donc je ne l'exclurai pas. Mais je ne pense pas que c'est ce qui se passe à Jérusalem qui va y amener nécessairement. D'autant plus que vous voyez bien, Jérusalem joue un peu à un match un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au moment où la Cisjordanie flambe, Jérusalem est plutôt calme. Au moment où la Cisjordanie est en effervescence, c'est Jérusalem qui est plutôt calme. Maintenant, il y a une espèce de jeu à contre-emploi de Jérusalem qu'il faudrait expliquer, qui est assez intéressant en soi. Donc, il est difficile pour moi de croire que ce qui se passe à Jérusalem va maintenant allumer une troisième intifada, ne serait-ce que parce que l'autorité palestinienne, maintenant, n'y a aucun intérêt. Elle est restée avec nous. On va parler à présent de cette énième crise entre Israël et les États-Unis. Elie, je le disais tout à l'heure en titre, il y a eu une énième passe d'armes israélo-américaine. On rappelle les faits. Un haut responsable de la Maison-Blanche a qualifié Netanyahou de poule mouillée, lâche, ça dépend de la traduction. Est-ce que vous pensez que cet énième épisode et de manière générale les tensions
entre Washington et Jérusalem pourront laisser des traces sur le long terme? Inévitablement, les relations entre les deux administrations sont détestables et les relations entre les hommes sont détestables. Oui, mais les hommes partiront et les relations resteront. Hein. Donc, est-ce qu'il va y les avoir hommes des traces? partiront, ça dépend de la politique. Il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a un niveau personnel. Un niveau personnel, vous connaissez le mot du général de Gaulle, les États sont des monstres froids. C'est vrai, mais ce sont des monstres froids dirigés par des hommes au sang chaud. Et il faut bien comprendre que en diplomatie, les relations personnelles comptent énormément. Et là, les relations personnelles sont épouvantables. C'est-à-dire que les Américains ne peuvent plus, il faut dire les choses comme elles sont, ne peuvent plus voir Netanyahou en peinture. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de détestation. Ce qu'on entend des responsables américains et européens avec qui j'ai l'occasion de discuter, dans le privé, ça donne froid au dos et ça ne fait pas plaisir. Vous savez que quand on est citoyen israélien, c'est quand même désagréable de se rendre compte que le Premier ministre est vu et considéré de cette manière. Et puis il y a le niveau des intérêts, des politiques, et les deux sont liés évidemment. Et la politique d'Israël, les politiques d'Israël sont en complète contradiction avec les politiques américaines. Complète contradiction, et ça, ce n'est pas d'hier, c'est comme ça depuis 1967. Les Américains on ne se rend pas assez compte parce qu'il y a les relations d'amitié, il y a d'intérêt, de valeurs, tout ce que vous voulez, tout ça est vrai. Mais il faut bien dire que sur le plan purement politique et stratégique, les Américains ont toujours été plus proches des thèses arabes que des thèses d'Israël. Et là, on le voit, donc je ne sais pas ce qui va se passer demain, après les élections de mi-mandat demain, ou dans 2 jours, le 4 novembre. Et donc on verra si tout ça va être traduit en termes diplomatiques. Et là, si c'est le cas, ça va faire mal. Merci beaucoup, Eli Bar-David, pour vos explications, vos décryptages hebdomadaires de l'actualité. Et on va continuer cette conversation avec Alon Pinchas, ancien consul général d'Israël à New York et ancien conseiller du Premier ministre Ehud Barak pour les affaires internationales. Alon Pinchas, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Julien. Alors, on l'a dit, hein, les relations entre Netanyahou et Barack Obama sont très tendues et pourtant on nous dit que les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Est-ce que c'est vrai? Les deux sont vrais. Au cours des 6 dernières années, les relations entre le Premier ministre Netanyahou et le président Obama et son administration sont très mauvaises. Il y a eu une quantité très importante de désaccords et de confrontations qui ont conduit à une relation très toxique. Une relation dans laquelle, contrairement à celle entre les précédentes administrations américaines et les précédents premiers ministres israéliens, il manque de la communication concrète et de la confiance. D'un autre côté, l'alliance entre les deux pays reste profonde et forte. Mais comme je l'ai dit, depuis 5 ou 6 ans, avec toutes les crises qu'il y a eu, on peut voir des failles dans cette alliance. Est-ce que si les relations continuent de se compliquer et que Netanyahou continue de construire dans les territoires, on peut imaginer une situation où les États-Unis laissent le Conseil de sécurité de l'ONU condamner Israël sans poser leur veto? Non, je pense que c'est vraiment le pire scénario. J'espère qu'on ne va jamais en arriver là. Et si je me permets de faire des prédictions, je ne pense pas que c'est ce qu'il va se passer. Les États-Unis ont mis leur veto contre les résolutions anti-israéliennes du Conseil de sécurité de l'ONU 52 fois depuis 1949 et l'administration Obama a fait de même 6 ou 7 fois. Je ne pense pas que cela va changer parce que le veto est en général invoqué pas seulement à cause de la relation entre Israël et les États-Unis, mais à cause de la formulation de ces résolutions. Par contre, il est vrai qu'on voit de plus en plus d'Américains frustrés par la politique de Netanyahou. Les Américains voient notamment un manque de sérieux de sa part au sujet du processus de paix avec les Palestiniens et sa volonté de continuer à construire des implantations, pas seulement en territoire israélien, mais aussi à l'extérieur. Il y a aussi 2 autres sujets importants, l'Iran et les négociations pour un accord sur le nucléaire iranien à Genève. Mais aussi le fait que le président Obama a l'impression que M. Netanyahou essaye de plus en plus de se
mêlés d'affaires internes aux États-Unis et des élections du Congrès qui auront lieu bientôt. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est vrai à 100%, mais c'est en tout cas l'impression qu'en a Washington. But that is the perception that exists in Washington. Mais est-ce que les relations exécrables entre Netanyahou et Obama peuvent coûter cher à Netanyahou sur la scène politique interne à Israël, ou au contraire, est-ce que ça va servir les intérêts de Netanyahou? Je ne pense pas que ça va l'aider. On ne sait pas encore si les électeurs vont vraiment le punir. On ne pourrait voir cela que lors des prochaines élections, qui, selon les estimations, pourraient avoir lieu au cours des 12 prochains mois pendant l'année 2015. Mais je pense que la plupart des Israéliens aujourd'hui comprennent que les relations avec les États-Unis sont cruciales pour notre sécurité nationale. La plupart des Israéliens comprennent que ce lien unique est l'avantage stratégique le plus important que possède Israël. De plus en plus d'Israéliens trouvent que M. Netanyahou endommage cette relation. And Mr. Netanyahu is increasingly and growingly perceived as damaging that relationship. Merci beaucoup, Alon Pinkas, ancien consul d'Israël à New York, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Ce dimanche a eu lieu à New York le traditionnel marathon, un événement qui attire des coureurs du monde entier. Et pour en parler, j'accueille en duplex de New York une femme qui justement traverse le monde entier pour courir les marathons. Cynthia Martinez, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Cynthia, on se souvient tous du marathon de Boston et des attaques terroristes qui ont eu lieu sur le parcours en 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, à New York, d'un point de vue sécuritaire, on ressent encore les conséquences des attaques de Boston ? Vous savez, j'habite à 5 rues du parc, donc cela fait maintenant quelques mois que je cours dans ce parc. Et ces derniers jours, je peux vous dire qu'on voit vraiment un gros dispositif de sécurité qui est mis en place. Il y a des équipes de la police de New York qui patrouillent dans Central Park. Ils travaillent avec les New York Road Runners, qui est l'organisation qui organise le marathon. Ils travaillent sans relâche et ils nous ont d'ailleurs envoyé beaucoup d'emails pour nous rassurer au niveau de la sécurité. Donc on se sent très en sécurité. Est-ce qu'autour de vous, les coureurs vous donnent l'impression d'avoir peur de participer au marathon, notamment avec les menaces de l'État islamique ou encore les attaques au Canada ? Personnellement, je me sens très en sécurité pour ce marathon parce que la sécurité est renforcée ici. L'année dernière, j'ai aussi couru ce marathon et je me suis sentie très bien. Il y a des forces de police partout dans le parc et au point de départ du marathon à Staten Island, chaque coureur doit passer par un contrôle de police. Donc je ne me sens pas du tout menacée par une quelconque attaque. D'accord, alors parlons un peu du marathon de New York en soi. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à New York par rapport aux autres marathons ? Le marathon de New York comporte 50 000 coureurs, ce qui en fait le plus grand marathon du monde. Je pense que c'est très unique. Le marathon traverse les 5 arrondissements de New York. Il commence à Staten Island, ensuite Brooklyn, Queens, le Bronx et il finit à Manhattan, dans Central Park. Les coureurs viennent du monde entier et il y a aussi près d'1 million de personnes qui viennent en spectateurs. Donc je pense que c'est une période très unique pour cette ville, mais aussi pour les visiteurs. New York est une ville magique et c'est ce qui rend ce marathon si important à mon avis. Alors je le disais en vous accueillant, je sais que vous voyagez autour du monde pour courir les marathons et que vous préparez physiquement des participants à ce marathon. Expliquez-nous, comment est-ce que vous préparez concrètement des coureurs à traverser la ville ? Lorsque l'on s'entraîne pour le marathon de New York et pour n'importe quel autre marathon d'ailleurs, il faut entre 3 et 6 mois d'entraînement en fonction des capacités sportives du coureur et de son expérience passée avec les marathons. Je pense que pour ce marathon-là en particulier, il faut que le coureur soit prêt à courir sur des collines parce que les ponts à New York sont plutôt difficiles de ce point de vue-là. Le marathon de New York n'est pas du tout facile, vous savez, c'est vraiment un défi.
On court sur les ponts qui font le lien entre les 5 arrondissements. Donc lorsqu'on entraîne un coureur, il faut pratiquer les montées et les descentes et puis essayer de faire des longues courses au moins une fois par semaine et aussi s'habituer à être actif pendant une longue durée. Il faut aussi se préparer au fait qu'il fasse froid le jour du marathon. Il faut porter plusieurs couches de vêtements, au moins pour le début, parce qu'au début, on attend au moins 2 bonnes heures dans le froid glacial avant de commencer à courir. Donc il s'agit aussi de se préparer mentalement pour la météo du jour. Merci beaucoup, Cynthia Martinez, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Julien, de m'avoir invité. Et c'était Le Monde cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.